des données qui sont très récentes, mais qui sont passionnantes parce que ça montre qu'effectivement le microbiote a un impact très important sur la performance et bien entendu sur la santé, qui elle-même va déterminer en fait la performance sur le moyen et long terme. Bienvenue dans le podcast Simp Biologie, Santé, Nutrition. Le podcast où nous discutons avec des experts de ce que notre corps et notre biologie nous disent à propos de notre santé et nos besoins en nutrition. Je suis Nicolas Ballon-Perrin, le fondateur de Simp, et je serai votre hôte tout au long de ce podcast. Chez Simp, nous vous permettons de réaliser des analyses biologiques ciblées selon vos inconforts pour comprendre leurs causes et les soulager avec une nutrition personnalisée adaptée à vos besoins. Donc merci Anthony Berthoud de nous joindre ici sur ce podcast. Comme je disais, j'avais envie de vous avoir notamment pour votre double casquette de nutritionniste thérapeute, auteur aussi très connecté à la littérature scientifique, et également de sportif. Fut un temps de haut niveau, aujourd'hui toujours sportif, mais plutôt amateur, comme vous m'avez merci de l'invitation. Et voilà, aujourd'hui, j'avais envie qu'on aborde un sujet qui, je pense, n'est pas toujours abordé. C'est le microbiote comme lien un petit peu entre la performance, mais aussi la santé. Parce que il y a pas mal il y a aussi certains sportifs de haut niveau qui ne sont pas épargnés par les troubles digestifs, alors qu'ils sont très suivis au niveau nutritionnel. Je pense que tout le monde a l'exemple de Djokovic ou de Justin Hénin dans le tennis. Et je trouvais ça très intéressant de discuter un petit peu de ces mécanismes sur la perméabilité intestinale, l'inflammation, qui touche aussi des millions de personnes qui ne sont pas sportifs de haut niveau, et de prendre un petit peu le sportif comme loupe pour comprendre ces mécanismes qui touchent à la fois les sportifs de haut niveau et les non-sportifs de haut niveau, et donc de parler un petit peu des mécanismes, de ces mécanismes-là, et donc de parler du microbiote du sportif. Est-ce que ça vous va comme planning? C'est un planning chargé. Vaste sujet. Vaste sujet. Mais peut-être que je peux vous demander de vous présenter pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas. Oui, donc Anthony Berthoud, donc effectivement je suis nutritionniste à la base. En fait, je dis à la base parce que je vais expliquer après la suite de mon parcours. Et j'ai connu la nutrition effectivement en tant qu'athlète. J'ai fait partie de l'équipe de France junior de triathlon. Et dès 12-13 ans, là où certaines personnes s'intéressent à plein de disciplines, plein de thématiques autour du sport, que ce soit peut-être la préparation physique, le matériel, etc. Moi, ça a été la nutrition très tôt, à une période où finalement on en parlait relativement peu. C'est vrai que, comme vous le disiez, aujourd'hui c'est un sujet d'actualité au point que ça en devienne une cacophonie parce qu'on entend effectivement tout et son contraire. Mais à l'époque, c'était quand même assez marginal. On parlait beaucoup des pâtes du riz, des pommes de terre pour la nutrition du sport. C'est-à-dire, il y avait le dogme des glucides dans les années 80, et puis on a fortement évolué dans les connaissances par rapport à ça. On aura effectivement peut-être l'occasion d'en parler, même si on fera un focus sur la partie du microbiote, qui est une science encore plus récente à ce niveau-là. Ça bouge beaucoup dans la science sur cette thématique. Moi, je pense qu'on va y revenir. Et j'ai effectivement écrit plusieurs livres, dont le traité de la pleine santé par l'alimentation durable. Et puis j'ai écrit des ouvrages plus vulgarisés, comme Du bon sens dans notre assiette, ou le dernier qui s'appelle 41 préjugés déconstruits par un nutritionniste, qui là s'adresse vraiment au grand public par rapport à cette cacophonie, pour justement essayer d'y voir un petit peu plus clair. Et j'en ai pas parlé, mais pour la partie sportive, donc effectivement j'ai suivi pas mal d'équipes de France, d'équipes olympiques. Voilà, et j'ai un organisme de formation qui s'appelle la nutrition positive ou la nutrition systémique. On a changé de nom depuis quelques temps, qui est un organisme qui propose des formations pour les professionnels de santé, les professionnels du sport. Voilà pour me présenter. Bon, on mettra tous les liens en description pour ceux que ça intéresse. Peut-être si je peux vous demander pour démarrer, voilà. Je pense que les personnes qui nous écoutent sont assez éduquées sur le sujet, ou en tout cas ont souvent déjà écouté quelques-uns de nos épisodes. Donc le microbiote, ils commencent à comprendre ce que c'est. Mais donc peut-être
rapidement faire un rappel dessus si vous le souhaitez, mais je pense que ça peut être assez rapide. Mais ce que j'aimerais surtout comprendre, c'est comment est-ce que l'activité physique va influencer le microbiote, et essayer de comprendre un petit peu quelle est la différence quand on parle de microbiote d'un sportif à un microbiote de quelqu'un qui fait du sport de manière amateur ou qui n'est pas sportif, pour ensuite aller identifier les mécanismes qui sont en commun, mais peut-être avant d'aller sur les mécanismes en commun, peut-être comprendre un petit peu les différences et donc l'impact que le sport a sur le microbiote. Oui, alors j'ai envie de dire que plus de microbiote, on va parler vraiment d'écosystème intestinal, parce qu'on a ce fameux trépied entre la muqueuse, le microbiote et l'immunité intestinale, et la pratique sportive va moduler effectivement la composition du microbiote, et inversement le microbiote va potentiellement moduler les performances également, et on pourra parler des deux aspects. Mais l'activité va aussi influer sur l'intégrité de la muqueuse intestinale, c'est-à-dire que et sur l'immunité pour le troisième élément du trépied. Mais si je reviens sur la muqueuse, parce que c'est peut-être le point sur lequel on peut commencer. En fait, de manière inhérente à la pratique, on va avoir une ischémie mésentérique au cours de l'effort, c'est-à-dire qu'on a une diminution de l'irrigation sanguine qui est tout à fait physiologique, au sens où on va prioriser les organes qui ont besoin d'être oxygénés, qui ont besoin d'être nourris au cours de l'effort. Donc typiquement, bien sûr, les muscles, on va avoir un besoin de thermorégulation, donc on va avoir également une mobilisation pour assurer la transpiration au niveau des liquides, et ça va se traduire à l'inverse par une baisse d'irrigation des organes qui passent un petit peu, je dirais, en second par rapport à ça, par rapport aux besoins du moment au cours de la pratique, et le système digestif a plutôt tendance à être lésé à ce niveau-là, au sens figuré du terme, même si on va le voir, ça peut avoir des atteintes au sens de l'intégrité des muqueuses, mais cette ischémie va être associée à une reperfusion, à l'arrêt de l'effort. On estime que l'ischémie, elle peut représenter quasiment 80% de la valeur de repos. Donc en clair, on a à peu près un cinquième de l'irrigation sanguine par rapport à la partie, la période en dehors de l'effort. Et au cours de la récupération, donc cet afflux sanguin va être associé à un afflux d'oxygène, donc d'espèces radicalaires oxygénées. Et en fait, ce stress oxydatif peut venir contribuer à altérer les jonctions serrées au niveau des entérocytes et contribuer à une hyperperméabilité intestinale. Donc, on a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer des hyperperméabilités. Je pense que vous en avez déjà parlé dans d'autres podcasts, et que ce soit l'alimentation, que ce soit certains traitements médicamenteux, que ce soit certains xénobiotiques, que ce soit aussi des additifs, par exemple, qui vont être présents dans les aliments ultra transformés. Bon, il y aurait beaucoup de choses à évoquer sur les facteurs d'hyperperméabilité, mais en tout cas, la pratique sportive, de manière logique, est un facteur d'hyperperméabilité, sauf que c'est pas forcément associé à une problématique, à des conséquences symptomatologiques, où on n'a pas forcément de troubles digestifs en lien en fait avec cette hyperperméabilité, et on l'a très bien objectivé dans des sports qui n'ont pas vraiment de contraintes mécaniques liées à la pratique, parce que quand vous faites de la course à pied, par exemple, vous avez l'onde de choc mécanique qui fait que, au cours de la foulée, vous allez aussi fragiliser le système digestif. Quand vous faites du judo, vous faites de la lutte ou autre, vous n'avez pas forcément cette contrainte, et ça va pas se traduire par des troubles digestifs pendant la pratique. Mais malgré tout, on peut avoir ce phénomène de perméabilité intestinale qui existe de manière résiduelle et qui n'est pas forcément associé à des symptômes et à des troubles fonctionnels. Et normalement, cette perméabilité, elle est transitoire, elle est minime, sauf que effectivement, quand vous allez la rajouter à d'autres facteurs d'altération, comme ceux que j'ai cités là rapidement tout à l'heure, on peut basculer dans un foyer d'initiation d'une inflammation systémique de bas grade, avec un passage de LPS, donc de lipopolysaccharides, qui vont venir initier la réponse macrophagique, et donc
potentiellement donc cette inflammation de bas grade et qu'il y ait de troubles digestifs à l'effort ou pas. J'insiste bien sur ce mécanisme sur ce point parce que vous avez des athlètes qui n'ont aucun souci pendant leur séance, mais pour autant qui sont sujets à cette inflammation associée en fait en fait c'est la régularité, c'est la répétition de cette alternance d'ischémie et de reperfusion qui peut vraiment fragiliser la muqueuse. Donc ça c'est le premier point. Après, il y aurait beaucoup de choses à développer, c'est-à-dire que quand on parle de nutrition du sport, on a aussi des réponses conventionnelles sur le fait de terminer, par exemple, le repas plusieurs heures avant la séance pour justement faire en sorte que le système digestif ait quasiment terminé son travail. Mais là, on est plus dans une réponse court terme qui va être de faciliter le confort digestif pendant la séance. Il faut savoir que la prévalence des troubles digestifs à l'effort, elle est très fréquente, notamment en course à pied par rapport à cette onde de choc mécanique. On estime qu'en moyenne, elle est de 30 à 50%, toute distance confondue, toute pratique confondue au niveau de la course à pied. Mais sur des efforts d'ultra, par exemple, on a 85 à 90% des athlètes qui vont être sujets à des troubles digestifs à un moment donné, de type haut ou bas, en fonction des situations. Donc c'est vraiment un enjeu qui est très important en termes de performance. Non pas que ça va améliorer les performances, mais là quand je dis ça, je pense en fait au fait d'avoir un confort digestif pendant la compétition. Par contre, effectivement, des troubles digestifs peuvent être une source d'abandon. Ou en tout cas de baisse importante de la performance. Donc c'est un élément qui est central, dont on parle effectivement de plus en plus. Donc ça, c'est le côté lié à la muqueuse. Ça va être un sujet très compliqué parce que, comme vous disiez, c'est pas toujours associé à des symptômes pendant l'effort. Et donc ça doit être un petit peu... La peur de passer à côté de quelque chose comme ça chez le sportif qui veut performer, et s'il y a cette perméabilité intestinale ou autre, il va peut-être avoir une chute dans ses performances, mais ça va être compliqué de faire le lien avec cette perméabilité intestinale s'il n'y a pas de symptômes digestifs associés. En fait, on n'a pas objectivé d'altération des performances, même quand on a une hyperperméabilité. Par contre, c'est plus les effets sur le long terme avec l'apparition de troubles fonctionnels et ce foyer d'inflammation de bas grade où on va voir potentiellement des tendinopathies, des difficultés de récupération, une augmentation des risques de blessures, une augmentation de la susceptibilité infectieuse également. Donc ça nous ramène au troisième élément du trépied. Et on sait qu'au cours de l'effort, on va avoir une production importante de cytokines pro-inflammatoires, puisque c'est en fait par nature la pratique sportive est un stimulus inflammatoire en soi. Et on a notamment beaucoup étudié le comportement d'une cytokine qui s'appelle l'IL-6. Et on voit que sur des efforts d'ultra-endurance, je pense notamment à une publication qui a été faite auprès d'athlètes qui ont réalisé la Western States. Donc c'est une course de 160 km, un peu l'équivalent de l'UTMB aux États-Unis, et qui a montré que les finishers avaient un taux d'IL-6 qui était environ 50 fois plus important que la valeur basale. Donc en fait, on a un contexte qui est effectivement pro-inflammatoire, et on sait qu'on a une fenêtre immunitaire pendant les jours et les semaines qui suivent ce type d'épreuve, même après un marathon, parce que là on parle d'épreuves d'ultra-endurance, mais de manière moins forte, on le retrouve aussi sur des courses plus courtes. Et en fait, cette susceptibilité, cette fenêtre immunitaire amène à une susceptibilité infectieuse, et on voit que chez des athlètes qui sont en bonne santé, qui sont bien entraînés, le taux d'IL-6 va revenir beaucoup plus rapidement à la normale. Je parle de l'IL-6, mais on pourrait parler de TNF-alpha, d'IL-1 bêta, d'autres types de cytokines, mais globalement, il y a une capacité de l'individu à revenir à un état d'homéostasie au niveau inflammatoire et au niveau immunitaire, qui fait qu'il récupère bien et qu'il va pouvoir enchaîner avec d'autres objectifs ou autres. Et on a des athlètes qui restent avec un bruit de fond inflammatoire, et notamment on a après l'effort une susceptibilité infectieuse virale. En fait, on a une baisse de la voie TH1 dans la balance TH1, TH2. Alors, j'espère que je suis pas trop technique dans les éléments, mais cette baisse TH1 augmente les risques infectieux, notamment au niveau respiratoire. On parle DIRTY pour l'acronyme anglo-saxon à ce niveau-là. Et donc, on voit que des athlètes qui vont cumuler des facteurs de perméabilité intestinale par leur mode de vie, indépendamment en fait de la pratique sportive, vont être sujets potentiellement à des troubles fonctionnels, où je parlais ici de susceptibilité infectieuse,
de manière plus fréquente que quelqu'un qui finalement aurait pris soin de son écosystème intestinal. Donc ça va vraiment bien au-delà simplement de la question du confort digestif à l'effort. Et c'est même quelque part assez paradoxal avec on va dire la mode qu'on a actuellement dans le sport d'endurance, qui est de se dire je vais apporter le maximum de glucides au cours de l'effort pour limiter le risque d'hypoglycémie. Alors ça, c'est des débats qu'on a depuis des décennies dans le monde de la nutrition du sport. Mais aujourd'hui, on a des recommandations parfois à 120 grammes par heure de glucides au cours de l'effort, ce qui est énorme. 120, on a des protocoles même à 150 grammes par heure. Et la question en fait de l'impact de ce modèle hyperglucidique sur l'intégrité de l'écosystème intestinal, en fait, cette question, elle n'est pas aussi résolue qu'on pourrait l'imaginer, et on n'a pas de recul. Et c'est surtout que pour avoir une capacité à tolérer des telles quantités de glucides pendant l'effort, ça sous-entend que les athlètes se mettent à consommer beaucoup de glucides dans les semaines, dans les mois qui précèdent ou de manière quotidienne. On parle aussi de gut training, c'est-à-dire de capacité à adapter le système digestif justement à recevoir plus de glucides au cours de l'effort. Donc finalement, on est dans des recommandations dans un but énergétique qui sont pas forcément compatibles avec la notion de prendre soin de l'écosystème sur du long terme. Et le deuxième aspect, c'est le microbiote, où effectivement, si on regarde là aussi la littérature, puisqu'on commence à en avoir un certain nombre, on voit que la pratique sportive, notamment chez l'enfant, la pratique régulière, est plutôt un facteur d'augmentation de la diversité du microbiote, de l'alpha-diversité. Donc ça, c'est un élément qui est bien sûr très positif. Et se pose la question de l'impact d'une pratique sportive intensive sur le microbiote. En fait, on a toujours cette courbe un peu en U, c'est-à-dire on voit que l'activité régulière va exercer un effet bénéfique jusqu'à un certain stade qui peut potentiellement devenir délétère. Et à ce niveau-là, en fait, quand on regarde là aussi la littérature, en fonction du type de sport, on sait qu'on peut avoir des modulations de la nature du microbiote. Alors, ça a été étudié chez des sportifs en résistance, en musculation, des sportifs en endurance. Et on voit qu'effectivement, des sportifs réguliers et plutôt de bon niveau vont avoir des profils bactériens différents des sportifs, soit d'autres pratiques ou des sportifs d'un niveau moins important. La question est de savoir est-ce que c'est la nature du microbiote qui va prédisposer la personne à être plus performante, ou est-ce que c'est le mode de vie de cette personne-là, par l'optimisation en fait de la performance, qui va changer aussi la composition du microbiote. On voit qu'il y aurait probablement des deux. Et ça a été notamment documenté au départ quand on a comparé les microbiotes de personnes qui pratiquent la musculation, des personnes qui pratiquaient l'endurance, et on a vu effectivement des profils qui pouvaient être très différents au niveau du microbiote, sauf que l'alimentation inhérente en fait à ce type de pratique peut elle aussi être très différente. Si je caricature, dans l'endurance, on va faire la part belle aux glucides. Dans la résistance ou la muscu, on va faire la part belle aux protéines, avec souvent des shakers, des grandes quantités de protéines. On va avoir une mastication qui n'est pas forcément suffisante. Donc parfois, on peut développer une fermentation pour la partie glucidique, développer une putréfaction pour la partie protéique. Donc on voit que le fait de pratiquer une activité donnée va engendrer un changement alimentaire, et que ce changement alimentaire peut impacter le microbiote. Mais on voit aussi que la nature initiale du microbiote aurait tendance à prédisposer l'athlète à être plus performant dans un type de pratique. Et là, ça a été notamment documenté chez les sportifs d'endurance. On a notamment une publication qui date de 2019 de mémoire, qui avait été faite chez les marathoniens de Boston, les gens qui ont fait le marathon de Boston. Et on a vu que non seulement les finishers, mais ceux qui avaient un bon chronomètre, avaient davantage de certaines bactéries, et notamment Prevotella. Et en fait, on a observé en fait que effectivement cette dominante de Prevotella était plutôt un facteur qui était positif, puisqu'on avait un recyclage de l'acide lactique lié à la production au cours de l'effort qui était plus efficace, et ce recyclage était associé à une production
d'acides gras à chaîne courte qui était également plus important. Donc, on voit que la notion de production d'acides gras à chaîne courte issus du microbiote serait un élément également de performance, indépendamment des facteurs liés à la santé. Là, on parle vraiment notamment de l'endurance musculaire. Et je pense notamment à 2 autres publications qui ont été faites sur des modèles précliniques, donc sur des souris. Et on a vu que des souris qui disposaient d'un microbiote avaient une endurance musculaire plus importante que des souris axéniques, c'est-à-dire des souris à qui on avait enlevé le microbiote. Et en fait, là aussi, ça a été assez facilement objectivé, c'est-à-dire qu'on a pris les souris, on leur a fait faire un effort. Elles ont eu cette endurance plus élevée que quand elles ont refait l'effort sans microbiote, une fois qu'elles étaient axémiques. Et en réimplantant le microbiote, on a vu une amélioration des performances. Et les conclusions des auteurs à ce niveau-là ont été d'évoquer le fait que les acides gras à chaîne courte qui étaient donc issus du microbiote étaient potentiellement des substrats énergétiques secondaires qui pouvaient venir retarder l'épuisement du stock de glycogène au cours de l'effort et donc améliorer l'endurance musculaire. Et après, je pourrais continuer sur plein d'aspects, je vais peut-être m'arrêter là, mais juste peut-être un dernier élément, c'est qu'on voit que effectivement, quand on parle de Prévotella ou des profils bactériens, une donnée émergente est de dire que finalement les sportifs qui sont plus performants auraient des bactéries qui seraient également plus résistantes dans des conditions hostiles au niveau énergétique. Et ce qui est en fait quelque chose de logique quelque part, puisqu'on peut se dire que un athlète d'endurance va être performant, va être capable d'être plus résistant et d'avoir un meilleur rendement énergétique. Finalement, les bactéries se comporteraient un petit peu de la même façon. Alors, je mets beaucoup de conditionnels parce que c'est des données qui sont très récentes, mais qui sont passionnantes parce que ça montre qu'effectivement, le microbiote a un impact très important sur la performance et bien entendu sur la santé, qui elle-même va déterminer en fait la performance sur le moyen et long terme. Donc, il y aurait beaucoup de choses à développer autour de ça. Oui, parce que ça, au final, ça vient agir sur le triptyque dont vous parlez, qui était la récupération, l'immunité et la performance. Oui, quand je parlais de triptyque aussi entre le microbiote, la muqueuse et le système immunitaire, oui. Mais j'ai pas parlé après de trio, mais sur le côté performance ou l'effort. Mais par contre, ce que je dis toujours, c'est que un sportif ne peut être performant qu'à partir du moment où il est en bon état de santé. C'est-à-dire que on a une course actuellement à apporter des solutions de miracle dans le monde du sport comme dans d'autres domaines. Moi j'appelle ça la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que effectivement de se poser la question du nombre de glucides qu'on va consommer au cours de l'effort, de savoir s'il faut plutôt une boisson avec telle ou telle quantité de sodium, c'est des éléments qui sont intéressants en soi. Mais la base, le fondamental, c'est ce qu'on va manger au quotidien, si on parle du critère nutrition. Et là, il y a une marge de progression qui est très importante pour beaucoup d'athlètes. Et la performance, je la définis souvent comme l'optimisation de toutes les fonctions physiologiques qui auront répondu favorablement aux adaptations attendues de l'entraînement. Concrètement, quand vous faites un effort musculaire, vous créez un stress, vous créez un facteur de désadaptation. Et tout l'enjeu, c'est que cette désadaptation, elle reste locale, contrôlée et ponctuelle, ce qui va amener à une amélioration des capacités. Et malheureusement, à un moment donné, pour plein de raisons, dont l'alimentation, le sommeil, la programmation d'entraînement, etc., on peut basculer dans une désadaptation qui va devenir chronique, non contrôlée et systémique. Donc en fait, l'enjeu de la nutrition, c'est juste de permettre de maintenir un état d'homéostasie avec un facteur de stress qui est la pratique sportive. Et c'est pas simplement de se poser la question de combien de glucides on prend au cours de l'effort. Et ça amène au sujet du microbiote, c'est-à-dire comment on peut prendre soin de son microbiote dans le quotidien pour faire en sorte d'être performant par ailleurs. Ouais. Et au final, ça va être les mêmes. Il y a une base qui est commune entre le sportif et la personne qui n'est pas spécialement sportif de haut niveau. C'est d'avoir ce microbiote qui est en forme, ne pas avoir de perméabilité intestinale. D'hyperperméabilité. Voilà, c'est ça. Ok. Et disons que l'hyperperméabilité, elle est physiologique, mais elle doit rester transitoire et entre guillemets acceptable. Là où elle devient problématique chez l'athlète, c'est notamment, encore une fois, quand elle se chronicise et qu'elle se cumule à d'autres facteurs. C'est pour ça que j'ai peut-être été un peu théorique et j'ai développé pas mal d'éléments, mais c'est important à resituer en fait par rapport au contexte et surtout aux conseils qu'on peut être amené à donner justement dans la nutrition pendant l'effort, quoi. Et est-ce qu'il y a, parce que
du coup, c'est ça qui peut parfois être compliqué. Comme vous disiez que c'était pas toujours associé à des symptômes digestifs. Est-ce qu'il y a certains signes concrets qui pourraient alerter le sportif pour se rendre compte que son microbiote peut-être ou sa perméabilité intestinale n'est pas optimale? Alors, j'ai envie de vous dire effectivement, comme là, monsieur, madame, tout le monde. C'est-à-dire que dans notre anamnèse en tant que professionnel, c'est effectivement d'évaluer les troubles fonctionnels qui sont en lien avec une dysbiose intestinale, avec une hyperperméabilité, de s'appuyer sur les marqueurs, que ce soit la LBP, que ce soit la zonuline, la calprotectine fécale. On a pas mal de marqueurs aujourd'hui qui peuvent nous aider, d'avoir un MOU, donc sur l'analyse des métabolites organiques urinaires. En fait, on a quand même beaucoup plus d'outils qu'on en avait il y a quelques temps pour objectiver un petit peu la situation. Et puis au niveau de l'anamnèse clinique, effectivement, c'est de regarder quelles sont les manifestations possibles au niveau inflammatoire, au niveau immunitaire. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de susceptibilité infectieuse, de difficultés de récupération, de blessures à répétition, de tendinopathie, d'altération des performances, bien entendu, de modification de l'humeur aussi. On pourrait développer cet aspect. Et je dirais que ça, c'est pas spécifique du tout aux sportifs. Et c'est aussi pour ça que je dis tout le temps que le sportif n'existe pas. En fait, le sportif, c'est un individu auquel on rajoute un facteur de stress hormétique supplémentaire qui est la pratique sportive. Mais c'est là où la vision globale du mode de vie de l'individu et des troubles fonctionnels qu'il va pouvoir manifester est essentiel. En fait, on va le corréler après avec la pratique, mais si on n'a pas cette analyse centrale, finalement, on peut vite se tromper de direction par rapport à ça. C'est plus, encore une fois, l'existence de troubles digestifs. Alors, on peut parler de ballonnement, de douleurs inflammatoires, douleurs intestinales ou autres, mais surtout ces problématiques extra-digestives chroniques d'ordre immunitaire, inflammatoire, voire sur les perturbations hormonales, notamment sur l'altération du cycle du cortisol. Bon, il y aurait là aussi pas mal d'éléments à développer, mais c'est ce sur quoi on va s'appuyer pour voir si à un moment donné, il y a une problématique chronique qui s'est installée chez l'athlète, au-delà simplement du trouble pendant l'effort, comme des diarrhées ou des vomissements, etc., qui sont très fréquents de manière quasi inhérente à la pratique. Oui, surtout que, en plus de la contrainte sportive, comme vous disiez, à un moment, il y a aussi la contrainte nutritionnelle qui se met dans justement... parce que si on doit consommer énormément de glucides ou si on doit consommer énormément de protéines, il y a des problèmes qui peuvent être liés à cette surconsommation, mais il y a aussi, du coup, j'imagine, le peu de place qui reste au reste des aliments. Du coup, comment est-ce que vous gérez ça avec le sportif ou avec même monsieur, madame, tout le monde qui a des régimes parfois, parce qu'on a entendu parler des régimes hyperprotéinés et tout ça, notamment dans toutes les personnes qui voulaient perdre du poids. J'imagine que ça a dû causer aussi un petit peu certains impacts négatifs sur le triptyque dont on vient de discuter. Comment est-ce qu'on fait pour permettre ici, dans le cadre du sportif, d'avoir une nutrition un petit peu orientée effort, mais tout en conservant l'équilibre? C'est toute la question. C'est-à-dire que c'est là où je parlais tout à l'heure un peu de cette tendance à être dans l'hyperglucidique, parce qu'effectivement, qu'est-ce qui va déterminer l'arrêt de l'effort d'un point de vue énergétique? C'est l'épuisement des stocks de glycogène. Après, un athlète peut arrêter, peut abandonner, peut altérer ses performances pour plein de raisons, mais nutritionnellement, pendant l'effort, c'est vrai que le glycogène est un facteur limitant qui est très important, notamment le glycogène musculaire. Donc, on a eu toute une stratégie, en fait, qui vise à optimiser les stocks de glycogène, voire à les sursaturer. On peut parler de RDS, de régime dissocié scandinave. On a beaucoup de modèles. Aujourd'hui, on parle beaucoup de trend low, de sleep low, c'est-à-dire ce qu'on appelle la périodisation nutritionnelle. Je vais peut-être pas développer ça, parce que sinon on va partir dans d'autres méandres à ce niveau-là qui sont pas spécifiques au microbiote. Mais en fait, on a tendance, malheureusement trop souvent, à se focaliser sur la partie énergétique, en fait, de la performance. Et ce qui amène à des modifications de l'alimentation au quotidien et des modifications de recommandations d'apport. C'est pour ça que je parlais des 120 grammes heure tout à l'heure ou autre. Et à oublier un petit peu l'importance de la qualité de l'alimentation sur toutes les réponses adaptatives qui sont liées à l'effort. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure aussi de la définition de la performance. C'est-à-dire que ce qui fait que l'athlète va être performant, c'est qu'il est capable de s'adapter aux différents stimuli
de son environnement, que ce soit la pratique sportive ou d'autres aspects, et le statut en acides gras essentiels, donc la qualité des graisses qui va être qu'on peut objectiver avec un profil en acides gras, c'est un élément qui est bien sûr très important, les apports en oméga 3 à longue chaîne, la diminution de l'acide arachidonique, d'avoir des statuts en antioxydants qui soient aussi adaptés, donc les teneurs en polyphénol, d'avoir un bilan de stress oxydatif qui soit bon également, parce que là, en fait, de manière inhérente à la pratique, encore une fois, on crée un stress oxydatif important. Donc l'athlète doit, d'un point de vue physiologique, être capable d'intégrer ce stress-là pour avoir une bonne réponse globale. Et on a des athlètes qui présentent des vraies perturbations du bilan de stress oxydatif parce que, en fait, soit leur alimentation est de mauvaise qualité, soit c'est un sommeil qui est insuffisant, soit il y a trop de polluants. Bon, il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer ça. Mais s'appuyer, en fait, sur la biologie peut vraiment aider d'avoir donc une alimentation avec des épices, des aromates, des fruits, des légumes frais, d'avoir effectivement des apports alimentaires au niveau de la chronobiologie qui soient aussi adaptés, parce que c'est vrai que on a beaucoup d'athlètes qui vont manger beaucoup plus parce que en fait l'effort amène à une dépense calorique plus importante, mais parfois de manière complètement anarchique et déstructurée. Donc il y a plein d'axes sur lesquels on peut travailler qui sont pas des axes de performance directe, mais qui sont des axes de santé qui, elle, va déterminer la performance. Et c'est vrai que ça change quand même beaucoup. C'est-à-dire que début des années 2000, dans les années 90, on occultait beaucoup cet aspect pour beaucoup. Moi, ça fait ma première équipe de France au sens du suivi nutritionnel, elle date de 22 ans aujourd'hui. Donc à l'époque, c'était assez pionnier de parler de ces éléments-là. Là où aujourd'hui, c'est devenu quelque chose, j'ai pas envie de dire de routinier, mais quand même assez fréquent. Donc c'est sortir du cadre des glucides uniquement pour aller optimiser en fait tous les facteurs sur lesquels on peut agir au niveau micronutrition, au niveau nutrition. Et ça évolue dans le bon sens, mais voilà, il y a encore du travail. Donc je sais pas si je réponds à la question parce que oui, c'est ça. Bon, après c'est voilà de nouveau, je pense que ce qu'on en retire, c'est en effet c'est bien par exemple peut-être d'augmenter sa charge de glucides ou de protéines dans certains cas, mais il faut faire attention à ce qu'il y ait quand même le reste qui s'accompagne et le but, que ce soit pour un sportif de haut niveau ou pour monsieur, madame, tout le monde, il faut une base saine et c'est de là qu'on peut performer, que ce soit dans le sport ou dans le travail ou dans sa vie de famille ou autre. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'aventure et à vous abonner à la chaîne. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à partager cet épisode avec un maximum de personnes. Si cela vous intéresse que nous refaisions un épisode avec Anthony Berthoud pour rentrer plus en détail de certains sujets ou si vous pensez à un autre invité, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire et je vous dis à très bientôt.